Bienvenue sur cet nouvel épisode, le 44e, après un week-end historique qu'on vient de vivre. Mika, on aurait même dû faire l'émission à chaud parce que honnêtement, les émotions débordaient ce week-end. C'était incroyable. Ouais, franchement, c'est. En fait, j'ai même pas grand-chose à dire parce que pour une fois, je vais sortir que le positif. Je vais même pas parler du négatif sur aucune des performances des Français ou autres. J'ai juste envie de parler du positif. Ça a été un week-end de ouf et franchement, j'y reviendrai, mais mention spéciale pour le public. Vraiment, je pense, Vraiment, vraiment. vraiment, je pense que et la réussite des Français et la victoire de certains Français, ils ont pu aller chercher dans les ressources parce qu'il y avait ce public de ouf. Et en plus, je tiens presque à m'excuser parce que j'avais dit à un moment donné dans une vidéo, ouais, je sens pas la hype, j'ai pas l'impression. Effectivement. Je disais le. Non, mais t'étais pas le seul, Mika. Même sur Twitter, il y en a même qui disaient que ils étaient plus hypés par Ares que par l'UFC Paris, mais en fait, tout le monde avait totalement faux. Mais je pense qu'avant de parler de l'UFC Paris, on va revenir sur les petites actualités, notamment une nouvelle dont tu voulais parler, Mika. Le truc qui m'intéresse en fait, mais à voir pour la suite, vraiment que je trouve intéressant pour le coup, c'est la fusion qu'il y a eu entre le FFA Challenge et l'Hexagone MMA. Ouais. L'Hexagone, j'ai l'impression que là, ils ont changé le fusil d'épaule. Ils ont organisé à Abu Dhabi. Et j'ai cru comprendre qu'ils organisaient en Allemagne et qu'ils allaient organiser aussi aux États-Unis. Ah Donc, oui. ils ont trouvé d'autres investisseurs et ils sont sur d'autres créneaux. Et en fait, sur le circuit de la France, comme ils veulent rester en France, ils se sont associés avec le FFA Challenge et ça va devenir l'Hexagone MMA Challenge, quelque Ouais, chose comme ça. c'est ce que j'ai vu, ouais. Et en fait, ça va être pour les combattants pro qui désirent faire leurs armes sur le circuit pro, justement. Et ceux qui arriveront à s'illustrer auront la chance ensuite d'évoluer sur l'organisation Hexagone MMA. Donc, Ok. en gros, À, voilà ce que j'ai à, pris. à l'international, quoi. Une sorte de road to l'hexagone, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et du coup, je trouve le concept archi intéressant pour le coup. Ouais. Et je pense que ça va être intéressant, surtout d'ici un an, quand en fait on va voir les premiers Français qui vont évoluer à ce qui était le FFA Challenge, mais maintenant l'Hexagone Challenge, entre guillemets, et qu'on va les voir ensuite arriver sur l'Hexagone, sur les gros plateaux d'Hexagone, parce que ça va nous permettre de suivre leur évolution, de suivre les combattants. Et donc, du coup, j'ai hâte de voir, parce que jusqu'à maintenant, comme je disais, ils avaient des bons combattants, mais ils n'ont jamais réussi à faire des bonnes fight cards. Ouais. Et peut-être que là, c'est la clé du succès. Donc, et comme je Ah, suis dans une ouais. comme je suis dans une bonne ambiance, une good vibes pour le MMA, et ben voilà, j'encense Ouais. l'initiative qui a été prise. C'est ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de vous abonner. Et la semaine dernière, Mika, on était dans les locaux d'RMC pour les courts-circuités. Lorsqu'il y avait la soirée UFC, j'ai perdu contre Pugila et j'avais dit que si je perdais, je devais lui faire une petite dédicace et dire à tous les abonnés de la chaîne d'aller suivre du Pugila. Et honnêtement, c'est du très très lourd ce qu'ils font. Donc voilà, ma promesse est tenue. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Mika, on va aborder la fight card, le débrief d'Arès 8 et l'UFC Paris. On garde le meilleur pour la fin quand même. Donc Ouais. Arès 8, on y était. Il y a eu pas mal d'annulations de combats, mais finalement, il y a eu pas mal de bons combats. Est-ce qu'il y en a un que tu as retenu, toi, particulièrement? Bon, il y en a deux. Le combat pour moi, performance de ouf à Lunai. Voilà, je pense qu'on a vu le Alioune qu'on attendait. Ouais, Il a gommé, il a effacé cette contre-performance du 100% fight. ouais, Kroll qui a été un combattant, malgré le short notice entre guillemets, qui a été un combattant valeureux, mais qui clairement était en dessous d'Alioune. Alioune qui nous a montré un panel technique en pied-point incroyable. Donc gros, voilà, de toute manière, je crois qu'ils ont reçu le performance de la soirée. Donc c'est ça, les deux, ouais. Ouais, combat de la soirée. Donc, ils voilà, repartent avec les 10 000 € chacun. c'est ça. Donc, malgré l'annulation du combat Gomis à Lyonnais, on a un combat qui a été élu performance de la soirée. Donc, on n'est même pas sûr que si ça avait été Gomis, ça aurait été comment dire, un fight of the night. Ouais, Franchement, une performance de fou, que ce soit Alioune par sa capacité à débiter et que ce soit Kroll par sa capacité à surprendre, parce qu'il a aussi fallu soumettre Alioune au deuxième round. Donc, combat à rebondissement, mais largement dominé par Alioune et grosse performance d'Alioune et content en plus que ce soit récompensé par une performance de la soirée. Donc c'est ça, ça, c'est c'est ça. Ouais.
Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et le deuxième combat, après, d'une part parce que l'opposition était belle, et deuxièmement parce que je m'en cache pas, Teddy Violet, c'est un ami. Le combat de Riles Soudela face à Teddy Violet, j'ai trouvé que c'était un super combat, équilibré, mené dans l'ensemble quand même par Riles, faut le féliciter. Super game plan, il a bien profité de son allonge, un bon jeu au sol. Le genou sauté en fait, il a fait un excellent premier round. En début de round, ouais. Et Teddy à survenir un peu dans le troisième round. Mais c'est vrai qu'il mérite sa victoire et il faut le féliciter. Et je pense qu'à 70 kilos, il va apporter des bonnes choses, Riles, dans la catégorie 70. Et du coup, ça laisse présager des bons futurs combats pour lui au Ares. Donc, félicitations à tous les deux. Et Maud Chevalesque a fait quand même un beau combat. Ah, il a fait le show, ouais. Ouais, il a fait le show. Je pense qu'il a été victime de son envie d'en finir. Je pense qu'il a pas forcément bien géré ses efforts, mais parce qu'il voulait faire plaisir au public, et on le connaît, lui, il est là pour faire de la performance et des KO. Et malheureusement, quand ça passe pas, après, des fois, ça devient compliqué. Et voilà. Et Riles, lui, a super bien combattu aussi. Faut rien lui retirer. Ouais. Donc, en tout cas, magnifique combat. C'est ça, c'est ça. On avait aussi Baïsangour qui a affronté Bobby Palette. On va dire que c'était là vraiment le combat test, enfin un test entre guillemets, mais vraiment le combat qui allait confirmer si c'était vraiment un prospect à prendre au sérieux ou pas. Et la manière dont il a nullifié le jeu de Bobby Palette, il a été absent pendant tout le combat. C'était pas une grosse performance, mais en tout cas, il y a eu une très grosse domination de sa part. Et je trouve que c'est vraiment, en tout cas, comment dire, il y a vraiment que du positif pour l'avenir de Baïsangour. Il est jeune, il est maintenant à 5-0 officiellement, parce que je crois qu'il y a eu une histoire où il y a 2 combats à lui qui n'ont pas été en gros comptés en pro. Mais je tenais aussi à saluer sa performance, parce que quand même, faut souligner, 21 ans, 5-0, tu roules sur un prospect qui est aussi pas mal. Donc je trouve que voilà, c'est une performance à quand même applaudir. Et il y avait aussi Racine Batouche contre... Ouais. Attends, je reviens vite fait sur Bessangour. C'est vrai qu'en fait, le souci, c'est qu'il a gagné tellement facilement qu'on pourrait croire que son adversaire était pas solide ou fort. Son adversaire est très, très, très solide. C'est pas genre un gars avec un palmarès construit, c'est pas un gars qui sort de nulle part. Le Bobby, là, il est solide. Franchement, je vous invite à regarder ses combats. Il sait faire du MMA, il sait tout faire. On l'a vu d'ailleurs, il s'est relevé alors que peu ont réussi à se relever face à Bessangour. Il a mis une opposition, mais c'est vrai que Bessangour était au-dessus. Là, largement. On voit que Bessangour est au-dessus, on voit que du coup c'est un gros prospect à prendre au sérieux, et je pense que ça va être de plus en plus difficile de le matcher, parce que pour un 5-0 seulement, je trouve qu'il montre une sérénité impressionnante. C'est ça. Et je te disais aussi, il y avait le combat de Racine Batouche contre Amari Diedrich. C'était un combat bien engagé. Racine Batouche, il faisait ses débuts, je crois, à l'époque au Contender 100% Fight. Tu sais, il venait du sol, il avait complètement arrêté les mains pour se consacrer qu'au kickboxing. Et là, il a fait un beau retour, parce que il avait une opposition très solide, et c'était un combat vraiment engagé. Je trouve que même s'il n'y avait pas eu, je pense, le combat d'Alune contre Tona Kroll, je pense que ça aurait pu être le combat de la soirée, parce que je trouve qu'il y avait vraiment des beaux échanges. On avait, on va dire, 2 strikers à peu près du même niveau, sauf que tu en avais un qui avait un bon sol, parce que Racine, il vient du sol de base, et en face, tu avais un gars qui avait une bonne défense de lutte. Et franchement, après plusieurs années d'inactivité, je trouve qu'il est bien revenu. Et franchement, je pense qu'on pourra quand même compter sur lui dans les futurs prospects chez les welterweight, je crois, non? C'est les welterweight. Moins de 70, hein. Chez moins de 70. Racine Batouche, ou en tout cas il a fait toute sa carrière à 70, alors là peut-être à 77, mais ça m'étonnerait. Racine Batouche très solide, qui lui de la FFA, de la team Manicourt, et je crois que maintenant il représente l'US Villejuif. Non, il s'entraîne en kickboxing à l'académie des boxe à Villejuif, mais il s'entraîne en MMA à la FFA. Après, je sais pas qui était dans son coin, pour être honnête, j'ai pas regardé. Il y a justement Nicolas Filipponi, un coach de Villejuif. Pascal Arène? Non, moi je sais pas. En tout cas, c'est ça.
En tout cas, très très solide en pied-point. Il montre des belles choses. Pour être honnête, moi j'avais déjà vu au 100% Fight, il frappe fort. Et effectivement, c'est un des prospects à prendre au sérieux chez les 70 kilos. Et c'est pareil quand on voit la performance de Rassim. Voilà, on peut que l'imaginer contre Bobby. Ah non, c'était 77, pardon. Non, parce que Mais justement, Jedrick, là, il avait combattu en 77 juste avant. Et donc, contre non, Abouev. bah, peut-être pour son retour à 77, mais je peux. Normalement, c'est quelqu'un qui combat à 70, hein, Rassim Batouche. Ouais, Et en tout cas, dans la KT des 70, c'est une KT qui devient de plus en plus chargée. Alors, effectivement, il y a les prospects qui arrivent et ceux qui sont en place depuis longtemps, comme les Amin Ayoub, Damien ouais. Lapillus, etc. Riles Soudela aussi, qui pour moi est un ancien. Et ensuite, tu as les jeunes comme Rassim Batouche, encore pas Ouais. connus, qui Ça, montent Mika, les. c'est en welterweight. Ok, bah peut-être, mais je pense que pour la suite, il Ouais. descendra à 60, C'est possible, je ouais. pense, hein. Je Ouais, présume de ouais, rien, c'est mais en tout possible. cas, effectivement, je suis d'accord avec toi, beau combat. Et ensuite, décevant pour le combat féminin, Tekena, qui a fait une grosse erreur alors que j'avais l'impression qu'elle dominait le combat. Je pense que c'est l'inexpérience qui a fait qu'elle a perdu ce combat, parce qu'avec un peu plus d'intelligence de combat, elle aurait gagné ce combat franchement facilement. On la sentait plus puissante, on sentait qu'elle commençait à prendre l'ascendant en boxe. Elle avait laissé peut-être échapper le premier round, mais on sentait vraiment que son adversaire allait être sur le déclin au fur et à mesure du combat. Et grosse erreur, elle se fait prendre le dos. Et par contre, ça a montré qu'elle avait des grosses lacunes au sol quand même. C'est ça, c'est ça. J'avais sous-estimé, je pense, Ivana, là, son adversaire. Après, comme tu as dit, je pense que c'est le manque d'inexpérience. Et peut-être qu'il y avait des gros enjeux et une grosse pression pour Ivana, parce que, faut le rappeler, elle a que 2-0, elle avait que 2-0, que 2 combats pro. Il me semble qu'elle n'avait pas de. Je vais quand même vérifier là. Il me semble qu'elle n'a pas de passif en amateur. En tout cas, il y a rien écrit sur Tapologie, contrairement à son adversaire qui avait 4-0 en professionnel et un palmarès de quand même 5-1 en amateur. Donc, elle reste quand même beaucoup plus Plus expérimentée. expérimenté. Après, c'est ça. Et après, j'ai l'impression que c'est peut-être Ivana qui n'a pas su faire le combat qu'il fallait, parce qu'en tout cas, j'ai vu ces 2 combats à elle, j'ai vu ces 2 combats à Ivana, et honnêtement, je l'ai trouvé largement au-dessus Tekena. Après, moi, j'ai un petit peu l'impression que parfois, c'est un petit peu, on va dire, le côté, on va dire, le mauvais côté parfois, on va dire, aller trop vite. Tu sais, en fait, je comparais un petit peu ça à la carrière de Paddy Pimblett. C'est Paddy Pimblett, ouais, il a fait son palmarès dans le circuit français. Mais lorsque je vérifie, il me semble qu'il n'a pas eu de title shot avant au moins 6-7 combats au Cage Warriors. Au total, tu vois. Que là, en fait, je pense que mettre Ivana en main event, alors qu'elle a que 2-0 pour une ceinture, c'est à double Ouais, tranchant. Soit ça passe, soit ça casse, tu vois. Et donc, je pense que je sais pas si c'est qu'en France qu'on voit ça, mais j'ai l'impression que parfois on veut un peu griller, un peu griller les étapes un petit peu trop tôt. Parce que tu sais, quand t'es un génie, ça passe, mais quand t'as besoin de prendre du temps, de te construire, ça passe pas. Après, voilà, elle est sur une défaite, c'est pas la fin de sa carrière. Mais je pense qu'il y a dû avoir beaucoup de pression de son côté, en tout cas. Peut-être main event comme ça, sur les. Je sais pas, parce que dans les vidéos, en tout cas, elle avait l'air un peu soit insouciante et qu'elle s'est pas rendue compte Hmm. lors de la phase Ouais, post, parce que j'avais l'impression vraiment qu'elle était contente. Elle disait 5 x 5, moi c'est ce que je veux. Entre guillemets, vraiment, c'est ce qu'elle voulait, faire la hmm. guerre. C'est 5, ça, plus c'est c'est ça. dur, je sais. Donc j'avais l'impression qu'elle avait pris conscience du truc, un peu d'insouciance, mais après, bon, ça c'est face caméra. Mais c'est vrai que à 2-0, faire un main event ceinture féminine face à une adversaire plus expérimentée, c'était peut-être un peu tôt. C'est ça. Après, ça me fait penser d'ailleurs à ton gars sûr, comment il s'appelle? Je vais écorcher son prénom. Du Factory, qui a perdu encore ce week-end. Paulin? Euh, Paulin, voilà. Ça me fait penser à lui, tu vois, 2-0, effectivement, j'imagine en sparring, si vous le mettez face à des mecs comme Omar Sy qui sont plus expérimentés et tout, c'est qu'en sparring, j'imagine qu'il montre des belles choses. Mais après, il y a une réalité, c'est celle du combat. Et C'est celle du ça. combat, si à un moment donné, tu n'as pas l'expérience pour mettre en pratique ce que tu sais faire à l'entraînement, eh Hmm. ben, ça devient compliqué. Et c'est pas quand ça va être dur que tu vas réussir à le reproduire. Plus c'est dur, plus c'est compliqué d'être au même niveau qu'à l'entraînement. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour lui. C'est que parce qu'il montre des belles choses à l'entraînement, on essaye de le mettre un peu vite sur le devant de la scène.
Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les deux challenges qui lui ont été proposés au Ares, le premier Omar Sy et ce week-end le Russe, et c'était trop dur pour lui. Non, je te rejoins complètement parce que en fait, juste avant, je sais pas si je l'avais dit en vidéo ou en off, mais je trouvais que c'était pas le bon match-up pour Paulin parce que tout simplement, il a perdu contre Omar Sy. On va dire, ce qui lui avait défaut, c'était la lutte, les défenses de Ouais. takedown. Et c'était pas Sachant que la que, lutte, c'était en fait c'est du MMA. C'est oui, ça bien où sûr, bien sûr, bien sûr. Non, je suis d'accord avec toi, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que Omar Sy s'est imposé grâce à la lutte. Ok? Tu es d'accord avec il moi? est ouais. C'est ça, Sachant que, il a montré que son MMA était largement supérieur. c'est ça, C'est-à-dire c'est qu'il a ça. montré qu'à un moment donné, c'était plutôt serré debout et du coup, il a pas pris de risque, il est parti au sol. Voilà, tu vois. Et en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on sait que Omar Sy, c'est pas un lutteur de formation. Genre, c'est pas un lutteur qui a été en équipe de France de lutte et tout. Et son adversaire qu'ils lui ont proposé, là, Igor Glasgow, déjà, il s'était déjà affronté aux amateurs. Paulin, il avait perdu justement à cause de sa lutte. Et en fait, vu que Paulin, il a perdu, on va dire, à cause de la lutte face à Omar Sy, je trouvais que c'était pas du tout le bon match-up. Parce que voilà, quand on dit, certes, il montre des belles choses à l'entraînement, il n'a pas encore l'expérience requise pour le reproduire en combat, ce qu'il nous a montré. Donc, moi, en tout cas, de mon avis, voilà, j'aurais préféré le voir face à un striker, tu sais, qui puisse essayer de prendre ses aises dans la cage, de se relâcher un petit peu, mais je trouvais que c'était pas le bon match-up, tout simplement, de le mettre face à un lutteur là maintenant. Et voilà, ça a confirmé, on va dire, un petit peu mes pensées, sa performance de vendredi soir. Après, voilà, Mais regarde, à contrario, par exemple, Slim Travelsi chez les poids lourds, qui a c'est ça. affronté pour la deuxième fois un gars beaucoup plus expérimenté que lui, Ouais, s'est imposé et aujourd'hui champion du RS, je crois, à c'est 4-0 ça. seulement. À C'est pour 5-0 là maintenant. ouais, Non, je suis d'accord avec toi, c'est à double tranchant en fait. Soit ça passe, soit ça casse. exactement. C'est ça, soit ça passe, soit ça casse. Après, moi aussi, hein, je suis pas, je pense qu'à un moment donné, l'expérience joue. Slim, lui, il a aussi l'expérience du haut niveau en lutte qui lui permet de gérer, je C'est pense, ça. les émotions en MMA, chose que les autres n'ont pas. Ils n'ont pas une carrière pro dans d'autres disciplines. Donc, effectivement, c'est peut-être plus compliqué pour eux de gérer le stress. Et en tout cas, félicitations à Slim qui m'a encore impressionné par son niveau de lutte parce que Ouais. l'adversaire, c'était quand même solide, on l'a vu. Et donc, bah, j'ai hâte de le voir par la suite. Et lui, je pense sincèrement hein, qu'il est pas très loin de signer à l'UFC Slim. Bah, il y avait Mike Miller, justement, le matchmaker des grosses catégories de l'UFC devant qui il a performé, qui a été justement le voir dans les vestiaires. Donc, honnêtement, moi, je pense qu'il se peut qu'on le voit d'ici 2023 signer à l'UFC. Honnêtement, ce Ouais, serait mérité. Hein. Moi, j'aime beaucoup son style. Sa manière de mais lutter, elle est très intelligente et tout. c'est surtout que dans les poids lourds, il n'y a pas actuellement déjà à l'UFC, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de lutteurs, donc on Ouais. recherche de lutteurs. Et en plus de ça, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde chez les poids lourds. Lui, il est quand même tunisien, même s'il combat en France, etc., et qu'il s'entraîne en France. Je pense qu'il représente la Tunisie. Ouais. On n'a pas de combattants à part Mounir Laziz à l'UFC, donc c'est aussi une manière pour l'UFC de toucher un pays, de toucher. Donc je pense effectivement il a grandement ses chances pour signer à l'UFC. C'est ça, c'est Et ça. ensuite, le dernier combat sur lequel je vais revenir, et c'est un peu une déception, après, je l'apprécie beaucoup, mais c'est Samir Faidin. Franchement, j'arrive pas à comprendre comment, des fois, il fait des performances extraordinaires, il a du génie dans sa manière de combattre, c'est quelqu'un qui est un peu foufou, et en fait, j'ai l'impression qu'il se bride. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, parce que Mm. lui, il performe quand il arrive à exceller dans sa folie, et quand il se bride, c'est là où ça va pas. Et j'ai même l'impression qu'il se fatigue plus quand il se bride que quand il fait ses coups de pied retournés, ses trucs, ses machins. Ouais. Et, Mm. euh, et, et en fait, c'est toujours pareil depuis le Cage Warrior où il a perdu la ceinture. C'est-à-dire que on voit que Samir, là où il a des problèmes, c'est face aux lutteurs. Ça a toujours été ça. Dès qu'il y a un lutteur qui vient le coller ou autre, il a du mal à se dépatouiller de ça. Il perd de l'énergie en sortant de la lutte. Et ensuite, c'est compliqué pour lui de développer son striking. Et en fait, à chaque fois, ça se répète. Là, on avait un Brésilien. À chaque fois, déjà, il boxait pas mal, le Brésilien. Il Non, esquivait, il c'était attaquait. un Anglais, mais d'origine du Pakistan, je crois, Mika. Ah ouais? Bon, je crois que c'est un Brésilien. En tout Mm. cas, il esquivait bien et j'ai trouvé franchement il a Non, vraiment il l'a ah ouais, il était surclassé. solide. Hein. Il était solide. Hein. Même les timings qu'il avait C'est ça, c'est les dans les timings. single legs, là, c'était Et ouf. Hein. amené au sol et des fois il collait contre la cage, il égrenait le temps, il reboxait, il faisait semblant de vouloir boxer pour aller coller. En fait, il a vraiment dominé le combat et surtout il a guidé le combat. Et Ouais. donc voilà, ça c'est le combat. En fait, j'attendais vraiment.
Je sais pas s'il a eu conscience de l'enjeu parce que je pense que c'était quand même un combat qui allait le propulser vers la ceinture et là bah forcément il va Ouais, c'est falloir ça, ça. qu'il reparte sur un rush de au moins 3 victoires. C'est ça, c'est ça. En tout cas, ouais, sur l'ensemble global, c'était un bel arrêt avec une belle ambiance. Mais là, hâte Ouais, d'être au prochain, qui le seul- aura. ouais, Vas-y. mais juste pour revenir sur celui-là, le seul truc, je sais pas comment c'est possible, et c'est vrai, hein, j'ai re-regardé et tout, parce que je me suis fait duper moi aussi. J'étais persuadé que Dana White, il était annoncé sur le RS, et j'étais persuadé que Dana White et au final, non, pas du tout. Et je Bah, n'arrive pas à ressortir l'information qui me fait dire qu'il était là. j'ai pas entendu, moi, de confirmation. J'ai entendu des rumeurs. De base, je crois que ça devait être pour le mois de mars. C'était que des rumeurs. Il y avait aucune confirmation. Après, finalement, bah, il n'était pas là au mois de mars. Et je pense que les gens ont dû se faire cette déduction-là tout seul parce qu'il y avait l'UFC le lendemain. Mais Dana White, il était même pas là à son propre événement. Donc, moi, personnellement, j'avais des doutes en but. Je regardais un petit peu, enfin, je regardais même beaucoup leur actualité, genre, en story, il n'était pas là. Mais c'est vrai qu'il y avait des rumeurs qui disaient ça. En tout cas, moi, j'avais entendu aucune Mais déjà, confirmation. j'aurais pas pensé une seconde que Dana White ne se déplace pas pour la première en France. Franchement, j'aurais jamais cru. Alors apparemment, Ouais. c'est parce que son fils faisait le premier match de football américain de la saison, quelque chose Ah comme ouais. ça. Il a absolument assisté à ça, si j'ai bien compris. Et il s'est pas. D'ailleurs, je pense que Mika s'excuse à cause des Ah, bruitages parce qu'il niait jusqu'à ce que vous veniez à mon secours et que vous confirmiez que ce soit bien lui. Mais bref, je pense jusqu'à que un mec qui me l'a dit à Bercy lors de l'UFC, il est venu me voir, il m'a dit ouais, en fait, c'est ton truc qui bloque et qui frotte sur le. Et après, effectivement, je me suis rendu compte que c'était ça. c'est ça, c'est Désolé, ça. chargé. Accepté. D'ailleurs, en parlant de Bercy, on va revenir sur cet événement qui a eu. J'en suis encore ému, Mika, qui était en plus en tant que consultant sur RMC. Bravo à toi, mon cher Mika. Alors, comment c'était cette expérience? Franchement, encore une fois, hein, au-delà des performances des combattants, je retire rien de leur performance, hein. Les 5 Français ont performé, comme j'ai dit. Je reviendrai même pas sur les points négatifs des uns ou des autres. Je retiens que le positif. Mais au-delà de ça, vraiment, celui qui mérite le plus d'applaudissements, c'est le public. Franchement, ça m'a fait plaisir de voir un public aussi réceptif que ça. C'est-à-dire que le public, il était chaud pour le combat des Français, mais Ouais. même pour les combats des étrangers. C'est-à-dire que quand il y avait des belles actions, ça applaudissait. Franchement, on a eu un public, on n'a plus rien à envier, genre aux Non, Anglais et mais tout. Moi, je sais qu'on peut comparer l'ambiance en Angleterre et tout, avec le show, le soutien que Paddy Pimblett reçoit en Angleterre, etc. Franchement, en France, non, dès que Benoît ça a été le premier combattant français à être rentré dans l'arène, il y a quelque chose qui s'est passé. Franchement, ouais. il y a vrai. Sincèrement, hein, je suis même pas en train d'embellifier ou Non, enjoliver le je truc. pense que Moi, je l'ai ressenti de l'intérieur. Je pense qu'aujourd'hui, le MMA est devenu, malgré la légalisation qui est intervenue il y a 2 ans, malgré les RS10, malgré le MMA GP5, malgré les événements qu'il y a eu, etc. Je pense que le MMA en France a commencé, entre guillemets, à être visible en France à partir de l'arrivée de l'UFC. C'est ouais. incroyable ce qui s'est passé samedi. Franchement, c'est incroyable. C'est Ouais, incroyable. mais c'est ça, déjà, même, moi, je tiens même vraiment à, on va dire, à saluer, pour comparer ça à ce qui s'est passé au Stade de France récemment, là, pour un match de foot. J'ai été à Bercy, genre vers les coups de 16 heures, je crois. La queue, elle s'étendait sur des kilomètres, Mika, et il n'y a aucun débordement. Donc, vraiment, pour dire que ceux qui regardent le MMA, ils sont vraiment discipliné. Et non, sur l'ambiance, honnêtement, c'est vrai qu'on critique souvent le public français à dire que c'est des bons hueurs et tout. Et même sur Twitter, hein, il y en a qui trollent un petit peu en disant que l'UFC allait découvrir, on va dire allait découvrir le mauvais public français. Mais honnêtement, comme tu as dit, on n'a rien à envier au public anglais. Et je pense même qu'on a été meilleur que le public anglais parce que le public anglais, on voit que c'était sur une seule ambiance, voire sur un ou deux combats et tout. Dès qu'il n'y avait pas dit ou Mac Molly là. Mais là, comme tu as dit, c'était du début à la fin. Le seul combat, on va dire, où c'est un petit peu chuté, c'était Nasrat contre John McDessie, je crois. Ça a un petit peu refroidi la salle, j'ai l'impression. Mais sinon, honnêtement, il n'y avait rien à dire. Ouais. Un combat de
niveau, hein. En anglaise, l'anglaise de Nasrat, c'était quelque chose. Ouais. Mais voilà, comme tu dis, le public, je sais pas expliquer, parce qu'en fait, j'ai même pas les mots. J'ai jamais vécu ça de ma vie. J'ai combattu dans plein d'organisations. J'ai déjà vu plein de publics. J'ai déjà connu l'UFC. Je l'ai connu en plus dans des ambiances de ouf. C'était en Irlande et en Écosse, Ouais. qui sont réputés être supporters de ouf. Et franchement, j'ai jamais rien vu de tel. J'ai Ouais. jamais rien vu de tel. Et même en France, quand tu regardes les Glory ou que tu regardes le Bellator, etc., hein, c'était quelque chose le Bellator quand même, faut pas nier, mais Mhm. rien de comparable. Non, 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 Franchement, c'était pas c'était comparable. ouf. Ouais. Et Mais c'est là que tu carrément. vois, je, c'est là que tu vois que l'UFC, il y a quelque chose qui. En fait, l'UFC, ça a été comme le baril de pétrole. Ça veut dire que l'étincelle était déjà là et l'UFC a ramené un peu de carburant. Et là, il y a eu une symbiose. Il y a vraiment eu une symbiose entre les combattants français et le public. Et je pense même qu'il y a certains combats qui étaient très difficiles à un moment donné. Et je pense notamment à Gomis et Cyril Gane, qui sont vraiment pas passés loin d'une douche froide. Et je pense vraiment que le public a sa part de De responsabilité, à quoi. sa part de ouais, c'est pas de la responsabilité. Du coup, il a vraiment une part dans la victoire de ces deux Non, combattants. je suis d'accord, ouais, je suis d'accord. Enfin, Et plus sur William Gomis, parce que William Gomis, lorsqu'il se prend le triangle, et il y a le juge un petit peu qui va passer, et je crois qu'il reste 30 secondes, et vraiment, ça a dû être au mental, ouais, ça a dû être 30 au secondes. mental, et le public, il a scandé pour l'encourager, et je suis d'accord avec toi que c'est sûr que ça a joué, ça. Jouer. Après, bien sûr, encore une fois, faut rien retirer aux combattants. Ils sont tous des Bien sûr. guerriers, ils sont tous entraînés durs. C'est pour ça que je dis qu'il y aura vraiment que du positif. De toute manière, je ressens pas le négatif puisque voilà, on va faire la fête jusqu'au bout sur cet événement qui a été historique et en plus, comme je le dis, moi, vraiment, pour moi, ma plus grande surprise et ma plus belle surprise, ça a été le public. Il y a eu de l'émotion. Franchement, je le cache pas. J'ai même après ça ça m'a c'est pas que ça m'a reboosté parce que j'étais déjà Mhm. archi chaud pour me préparer là pour mon combat, mais il y a une étincelle qui a repris en moi et franchement ça m'a donné envie de faire plus. Mais De, de... je sais que je voulais te poser cette question-là, en plus, justement. Parce que c'est vrai que je pense que ça a dû en motiver plus d'un, le fait que, bah, en plus, surtout le fait que c'était carton plein, qu'il y a eu billetterie en gros, que ça, elle est affichée complète. Je pense qu'ils vont en faire un d'ici, bah, je pense d'ici 2023, hein, c'est sûr et certain. Et je pense même, tout le monde disait, ouais, il y aura, je crois que c'est Francis qui disait que l'UFC n'était pas chaud pour faire un UFC numéroté et tout. Ma parole, je pense qu'un jour, on aura un UFC numéroté en France. Franchement, on n'est pas si loin que ça. Cyril Gane, il est allé un combat max de réavoir sa chance pour le titre. Manon Fiorot, elle est à un combat d'avoir sa chance pour le titre. Nassour, il doit être à deux combats d'avoir sa chance pour le Ouais, titre. Je vous dis, franchement, il y a beaucoup de combattants qui sont en passe d'aller chercher la ceinture de ouais, l'UFC. c'est vrai. Et on est à l'abri avec ce qui s'est passé qu'on ait un UFC numéroté. Franchement, je pense sincèrement qu'on va avoir un UFC numéroté en France un jour. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Vraiment. même là, sur tu dis de combat, mais je pense que là, il a demandé Paulo Costa en conférence après combat. Donc, il y a encore, je pense que si ce combat-là, il se fait, qu'il gagne, je pense vraiment qu'il y a moyen qu'il puisse avoir le combat pour le titre. Mais en tout cas, non, pour revenir aussi pour saluer les performances, Fares Diam on va dire, qui est revenu Bah, en mode je te 2.0 là. propose je faire face dans l'ordre. Benoît Saint-Denis en premier et Ok, ensuite on monte. Bah, ok. vas-y, je te laisse commencer. Non, Benoît Saint-Denis, belle performance, hein, belle performance. Après, comme il a dit après le combat, il dit qu'il aime aller à la guerre. Il aime aller à la guerre et c'est vrai qu'il engage le combat. Et avec lui, tu es sûr qu'il n'y aura pas de gestion, que ça va pas se regarder, que ça va pas se tourner autour. Et non, que du positif. Que du positif. Et c'est marrant parce que l'Overn qu'il a essayé de mettre à deux, trois fois, je le voyais souvent travailler dans quelques vidéos avec Daniel Warin. Et non, c'est ça. Il a une progression constante, Benoît. Et tu dis que je crois que son premier combat d'MMA, il l'a fait en 2019. Et en fait, tu vois que voilà, ça porte ses fruits d'être professionnel dès le début parce que lui-même il a dit que dès qu'il a commencé le MMA, il a voulu vraiment en vivre et en gros atteindre l'UFC en 2 ans et c'est un pari tenu. En plus, non, j'ai rien à dire d'autre. Franchement, j'ai rien à dire d'autre, Mika. Il y Ouais, a je que pense qu'il faut du... dire que le positif. Forcément, il y a du négatif hein, dans le combat. Moi, on a vu dans tous les combats d'ailleurs.
Mais positif. Déjà, moi, c'est son entrée. Je pense que c'est vraiment lui qui a mis le feu au stade. Enfin, c'est le public qui a lancé. Combat bien engagé, comme tu l'as dit. Il est parti chercher la performance de la soirée. C'est archi mérité. Après, c'est un ouf. Il s'est marié il y a une semaine. Non, Il a, il a une sacrée paire quand même. tu sais que s'il y avait des points de suture quand il a combattu, il avait des points de suture hein, au pied. En fait, son opération, tu sais, il s'est fait une opération au pouce. Et en fait, comme tu reprends l'entraînement assez rapidement suite à cette opération, bah, en fait, ça n'a jamais vraiment guéri. Ça s'est même infecté à un moment donné. Donc, ça a été réouvert, etc. Il a une préparation franchement difficile. Il y a eu un changement d'adversaire qui allait dans le bon sens pour lui. Et là, il a prouvé qu'il était largement au-dessus de l'adversaire qu'ils lui ont proposé. Il a la performance de la soirée. Donc, franchement, il va pouvoir faire une belle lune de miel. Il va pouvoir guérir, prendre son temps et revenir fort. Deuxième combat en 70 kilos, deuxième victoire. La KT des 70, elle est difficile. Donc, hâte de le voir pour la suite. C'est ça. Et juste après, on a les Faresiam qui enchaînaient contre un nouveau venu aussi qui a été signé justement pour Fares, Michel Figlak, un Polonais du Cage Warriors. Et honnêtement, je suis surpris par la performance de Fares parce que là, la manière dont il est venu, il a clairement prouvé et montré qu'il avait sa place à l'UFC et que voilà, le fait qu'on disait que Fares il tirait un petit peu trop ses combats, qu'il n'avait pas montré ce qu'il savait faire, là, on a vu qu'il en voulait. Même sur des beaux takedowns et tout, on a vraiment vu qu'il en voulait. Notamment sur sa boxe, il a vraiment montré qu'il avait des mauvaises intentions, qu'il voulait faire mal, qu'il voulait finir le combat. Et rien à dire. En tout cas, il signe un beau retour à l'UFC en tout cas. Deuxième victoire chez les moins de 70 kilos, ça c'est pas rien non plus. Contre Terence McKinney. Là, en fait, c'est celui qui, pour moi, sur le papier, avait l'opposition la plus difficile en termes de ranking entre les deux. Franchement, c'était pas un cadeau. Le Polonais, il avait un gros parcours amateur derrière lui. Il avait plus d'expérience au final pour moi que Fares. Et au final, Fares, il l'a surclassé sur l'ensemble des rounds. Il l'a amené au sol là où on s'attendait pas. Il boxait en combinaison. On l'a vu mettre des phases de 3-4 coups. On le sait, c'est super difficile en MMA. Pour moi, c'est celui qui m'a le plus surpris dans sa progression. Entre son dernier combat et le combat de là, pour moi, il y a vraiment une progression. Et donc, je pense que le choix de Stanford, enfin tout ça, ça a payé. Et que même le fait d'être parti de l'UFC et de revenir, je pense que c'est quelque chose qui lui a fait changer de mentalité et qu'il aborde aujourd'hui ses combats différemment. Après, et encore, Mika, je crois que c'est dans hein. J'allais dire, il faudra qu'il m'explique sa phrase de la fin. Un Pepsi bien frais, chacal. Je veux savoir s'il a un sponsoring avec Pepsi ou s'il l'a dit genre pour un pari ou pas. C'est pas possible autrement. Je crois que c'est les émotions, je crois. Mais non, en tout cas, j'allais dire, mais son camp, il l'a même pas fait à Stanford. Hein. Il l'a fait exclusivement à Lyon. Hein, donc, c'est vrai. Voilà, mais il y a peut-être, tu vois, dans sa manière d'aborder la vision du MMA, j'ai quand même l'impression qu'il est revenu avec une manière plus globale de visualiser le combat de MMA. Tactiquement, techniquement, j'ai vraiment senti que son coin a changé aussi. Hein. C'est plus le même coin. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je pense qu'il a compris que c'était un travail, que oui, il fallait faire croquer les amis ou qu'il y avait l'amitié, mais au-delà de ça, il y a la performance qu'il se doit de faire et qu'aujourd'hui, il a tout fait pour performer. En tout cas, je suis content pour lui. Non, c'est pas une performance, ça m'a un petit peu fait rappeler au Fares qu'on voyait à l'European Midland, tu sais, c'est sur les coups dans sortie de clinch et tout, là, j'ai vraiment apprécié. Et non, j'ai vraiment apprécié. On reste sur les Français, même, Mika ? Les Français, même. Ouais, ah non, après, il y a un combat, c'est Nathan Wood contre Jourdain. Franchement, mais juste avant ça, quand même, un petit clin d'œil à Abus Magomedov, qui a celui qui a gagné son combat avec son front kick, là. Un Allemand, en fait, c'est un Caucasien qui représente l'Allemagne. Donc, je voulais juste saluer sa performance parce qu'il a aussi pris le Performance of the Night avec Benoît Saint-Denis. Je le connais, ouais, je le connais. Mais en fait, ouais, je voulais saluer sa performance parce que c'était expéditif et il était reprogrammé à plusieurs fois, en fait, sur plusieurs cartes différentes, à Abu Dhabi, sur la Fight Island. Et à chaque fois, je ne sais pas
certains cas, il y avait des annulations. Donc, il marque pour un premier combat à l'UFC, il marque quand même le coup, quoi. Ouais, Donc, il l'a arraché. En plus, son adversaire, il pensait avoir été arrêté trop tôt, mais franchement, non. ouais, c'était à préciser. Donc, tu disais Nathaniel Wood contre Charles Jourdain. Ouais, franchement, faut en parler de ce fight. Moi, franchement, je voyais Wood vainqueur. Je l'avais dit, hein. Attention à Nathan Wood. Et surtout, il a des couilles, hein, Nathaniel Wood. C'est un gars qui est monté de catégorie, hein, pour affronter Charles Jourdain. Parce que Nathaniel Wood, il combat à 61 normalement. Là, il est monté à 66. On a vu qu'il y avait quand même un déficit de puissance. Et franchement, il a fait le combat parfait. Jourdain, quand tu vois la performance de Jourdain face à Burgos et la dernière performance de Nathaniel Wood, qui était revenu après une blessure, franchement, Jourdain, pour moi, était favori, mais je savais que Nathaniel Wood, il a ce mental de guerrier et qu'il va au bout. Et il m'a pas fait mentir. Après, dans la manière, j'aurais pensé qu'il allait mettre plus de low kick, etc. Et en fait, il a débordé Jourdain sur la pression et sur sa manière de boxer. Hyper hermétique. Il a fait une belle anglaise, il a collé, il a mis au sol. Et c'est là que, pareil, les Anglais, je trouve que franchement, ils ont de l'avance sur le MMA. Lui, c'est un gars qui venait du Cage Warrior. Je l'avais déjà vu à l'époque au Cage Warrior. Et c'était l'un des premiers qui mettait les calf kicks. C'est vraiment l'un des premiers qui a mis à jour les calf kicks en MMA. En tout cas, ce gars-là, il est à suivre. Et je pense que, par exemple, lui qui évolue normalement dans la catégorie de Taylor Lapillus, 61 kilos, c'est un combat, mais je signe 10 fois pour le voir. Mais tu parles d'une déficit de puissance dans le côté de Nathaniel Wood ou de Charles Jourdain? J'aurais pensé que Nathaniel Wood allait avoir un déficit de puissance. Ok. Parce que moi, je trouvais que c'était Charles Jourdain qui avait justement un déficit de puissance, même au niveau des frappes. Ça touchait. Tu voyais qu'il y avait plus d'impact quand Nathaniel Wood il engageait. Et justement, j'ai trouvé que Charles Jourdain il avait vraiment un déficit de puissance, en tout cas pour ce combat-là, tu vois. Ouais, moi, j'ai le sentiment. Alors, étant donné que Charles Jourdain, il est canadien, francophone, j'avais l'impression, et qu'il a fait un bet de fight contre Burgos, que malgré le fait que Burgos ait gagné, tout le monde était d'accord pour dire que c'était Charles Jourdain qui avait fait le combat et qu'il aurait vu comment il avait fini, que c'est presque lui qui aurait dû gagner. Enfin, tu vois, il y avait eu et donc j'avais l'impression que l'UFC l'a mis face à un adversaire pour que Jourdain gagne. Vraiment, j'avais l'impression que c'était un combat anti Nathaniel Wood, enfin plus pour Jourdain que pour Nathaniel Wood. Et au final, c'est pour ça que je dis c'est doublement mérité pour Wood qui monte de catégorie, qui affronte Charles Jourdain en short notice. Moi, Charles Jourdain aussi était en short notice. Et qui fait une performance là où on ne l'attend pas en lutte sur de l'appréhension, ça veut dire sur de la force physique quand même, parce qu'en lutte, il y a de la force physique, et qui a complètement annihilé Jourdain sur les 3 rounds. C'est ça. Et juste après, on avait William Gomis, le nouveau français, fraîchement signé contre Jarnos Eren, dont on en parlait au début. Mika, aussi, belle gestion de sa part. Honnêtement, belle gestion de sa part avec des takedowns, du contrôle, du ground and pound. Honnêtement, j'ai bien aimé. Il a sécurisé le combat. Il a sécurisé le combat pour. Voilà, il ouvre son compteur de victoire à l'UFC pour un premier combat, sachant que voilà, il n'était pas forcément sur le même. Si l'adversaire, comme c'était Alun qui était prévu, et non, comme tu dis, que du positif. Hein. Là, on reste que sur le positif. Belle performance. Le truc le plus positif qu'on va ressortir de ce combat, même si c'est sur une action négative, c'est sa sortie de triangle. Là, on voit qu'il est prêt à tout donner. Franchement, le triangle était verrouillé, le bras était tendu à un moment donné. Son adversaire était même venu chercher la jambe de Gomis. Il n'a pas tapé, il est sorti petit à petit, il s'est pas inquiété et il est sorti au bon moment. Ah, franchement, que demander de plus. Là, encore une fois, je dis merci au public parce que je pense qu'il a joué sa part. Je retire rien au mental de guerrier de Gomis, mais encore une fois, je suis persuadé qu'à ce moment-là, le public a joué son rôle et même dans la tête de l'adversaire, quand tu entends la foule acclamer enfin supporter l'adversaire que tu es presque en train de soumettre, je pense que ça fait douter, tu vois. Je dis ouais. Donc voilà. Bravo à William pour cette victoire, c'était le plus important. Moi, je l'avais vu, en fait, j'étais parti aux toilettes et j'ai croisé Nassour et justement, il était en train de faire ses bandages, même pas 30 minutes avant son combat ou 3/4 d'heure. Franchement, il avait le sourire aux lèvres, il était insouciant. Enfin, ouais, il avait envie, quoi. Il n'était pas stressé. Je sais pas si c'est d'insouciance, mais il était bien, quoi. Il était vraiment bien et je pense qu'il fera des belles choses aussi par la suite.
On espère en tout cas. D'ailleurs, il y a même Ngannou qui a dit que voilà que ce petit-là sur Twitter, il a dit en gros que ce petit-là il était à surveiller pour ses prochains combats. Et en Coco Main Event, finalement, il y a eu toute cette polémique autour du combat de Nassourdine face à Joachim Buckley qui devait se faire en prélim. Finalement, je pense que lors du face-à-face, ils ont vu que ça sortait la poudre. Donc, ils l'ont mis où il méritait d'être. Nassourdine contre Joachim Buckley. Deux gros rounds de Nassourdine. Buckley qui vient un petit peu, qui reprend un petit peu le dessus sur le troisième round. Après, je pense que c'est un peu compliqué quant à ce genre d'adversaire-là, qui a un peu rien à perdre. Tu voyais que, en fait, quitte à se faire contrer en fait, au troisième round, il s'en foutait. Il voyait qu'il avait 2 rounds de retard. Le mec, il dit, vas-y, fais que je mets la marche avant. Donc, c'est un petit peu, j'ai l'impression, casser le jeu de la sourdine. Après, il y a aussi le fait que Nassour, déjà, je pense qu'il a voulu. En fait, il y a eu l'effet pervers d'avoir un public aussi chaud. C'était qu'ils ont voulu faire le show et le spectacle et ils ont voulu. Ils ont voulu vraiment marquer le coup et je pense que c'est dans la gestion d'énergie. Après, on a vu Nassour à un endroit où on ne l'attendait pas, c'est qu'il a lutté. Ouais. À un moment donné, il a lutté Buckley, il s'y attendait absolument pas. Je rappelle que le premier round, Nassour, il finit en ground and pound. Le deuxième round, il a 2 doigts de l'étrangler. Donc, je pense que comme c'est une phase de combat où il est peut-être moins à l'aise qu'en boxe, il utilise plus d'énergie et je pense que c'est même pas une mauvaise gestion de cardio, c'est juste que il avait envie de faire plaisir et qu'il a tout fait pour finaliser le combat. Il a été généreux, hein. Il a été généreux. Généreux. Moi, du regard du côté spectateur, et je pense que sur l'ensemble, ils ont vu la même chose. À partir du combat de Nassour, je sais pas s'ils ont vu la différence de niveau qu'il y a pu avoir entre les combats qui se sont déroulés avant Nassour et après Nassour. Ouais, tu parles de le combat de Nassour-Buckley. Ensuite, Whittaker a réélevé le niveau face à Vettori. Et ensuite, on a eu vraiment le combat. Quoi, c'est presque au même niveau que Whittaker-Vettori, les 2 derniers. Mais j'ai trouvé vraiment, et c'est là qu'on voit que Nassour avait sa place sur la main carte, c'est que pour moi, dans l'intensité du combat, dans la difficulté du combat, c'est sur des détails, des déplacements, sur le suspense, sur la tension du combat. On voyait clairement que le combat de Nassour-Buckley, c'était un combat de plus haut niveau que ce qui s'est fait avant. Je ne sais pas si les gens ont ressenti ça, mais il y a vraiment de la tension du combat. Il y avait vraiment une opposition qui était. On voyait que le niveau était élevé, quoi. Vraiment, j'ai senti. Je suis d'accord. Hein. Et en plus, comme tu dis, là, il a lutté. Je pense que Buckley ne s'y attendait pas. Et on commence à le voir dans d'autres domaines. Nassour, même face à Yann Heinisch, il avait été emmené le combat au sol. Il avait emmené le combat au sol à un moment donné. Là, il emmène le combat au sol à 2 reprises avec des beaux double legs, des bons timings. Donc voilà, là, il commence quand même à montrer qu'il n'est pas que fort en anglaise, mais qu'il faudra se méfier de sa lutte à l'avenir. J'ai hâte de voir maintenant Nassour, parce qu'on peut se questionner quand même sur un 5 rounds. J'ai hâte de le voir face à un adversaire comme Vettori ou comme Costa qui est sur une victoire. Ouais. Et j'ai hâte de le voir à ce niveau-là, quoi. C'est mérité. C'est vraiment mérité. Et voilà, après, j'ai aimé son mood, son mindset, j'ai aimé l'intensité qu'il a mis, j'ai aimé le fait qu'il y aille chercher Buckley. Nassour, c'est pas un mec des réseaux, tu vois. Et c'est là la limite du trash talking à un moment, ce que comprennent pas certains, c'est que après, dans le combat, c'est différent. Tu vois, ça m'a fait penser un peu à Khabib avec Conor. Ouais, tu vois, il y a eu toute la phase trash. Après, il s'est fait déborder Khabib. Et Conor, il s'est fait déborder dans la cage. Et Khabib, il disait, voilà, tu vois. Et en fait, c'est là où ils ont pris leur véritable revanche. C'est ça. Et j'ai l'impression que Nassour, c'était des baffes main ouvertes. C'était un peu pour humilier Buckley, tu vois. Bien sûr. Mais bien sûr. Tu vois qu'il y avait un petit sourire narquois. Et puis même dans la manière dont il le cadrait, il lui a coupé l'espace. Et je pense que Buckley, il sentait vraiment le danger. Parce qu'à un moment donné, tu vois Nassour faire des petites feintes et tu vois Buckley réagir direct. Tu voyais vraiment qu'il sentait en danger. C'est là aussi où Buckley il est fort. Après, il s'est fait remonter les bretelles au 3e round à Buckley dans son coin. Mais il est revenu dangereux sur le 3e round. Donc, franchement, gros combattant Buckley quand même. Ouais. Et on va passer au main event quand même. Franchement, Mika, pour être honnête même avec tout le monde, quand j'écoutais les dernières interviews de Cyril, je perdais pas espoir, mais je m'étais dit que j'ai l'impression qu'il avait une baisse de motivation.
Tu sais, avec tout l'engouement qu'il y a eu, avec même il a dit le fait qu'il commence à se mettre, même qu'il se met financièrement à l'abri, qu'il avait déjà eu une chance au titre, je te le jure que là, peut-être que les gens vont dire que j'abuse, que je suis un pro Cyril, je m'en bats les couilles. Mais vraiment, je disais qu'il était bon. Mais ma parole, il a vraiment élevé le niveau d'une manière, je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas pour être honnête. Et en plus, tu sais ce qui m'a aussi surpris, c'est que voilà, ça s'est pas su en public, mais tu sais qu'il y a 3 semaines de ça, je veux pas dire qu'il s'est pété la côte, mais il s'est fait la côte en entraînement justement. Ouais, ça savait tous. On l'a pas dit parce que pour préserver le secret, mais on le savait tous. On savait tous qu'il s'était pété. Enfin, c'était un secret de polichinelle. Pour ceux qui étaient sur le bassin parisien et enfin sur la métropole, tout le monde. Enfin, dans le milieu du MMA, je parle. Je savais pas que ça le savait, tu vois. Après, on savait pas exactement. Mais moi, franchement, j'en aurais jamais parlé de cette manière. Pour être honnête. Bien sûr. Là, comme quoi, la langue de bois, c'est limite. Non, mais là, c'est même pas de la lampe de bois. Bien sûr, franchement, c'est secret professionnel, je viens de te dire. Professionnel, en plus, c'est pas comme si là, vraiment, j'étais 100% team Gann, vraiment à 1000%. C'est vrai que j'ai eu, avec Edgar, voilà, j'avais pris parti pris, mais moi, sinon, je suis team Gann à 100%, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, c'est pas des choses qui se disent. Franchement, c'est mesquin de balancer une info comme ça. Mais bon. Après, moi, parce que Gann, au début, il a fait du Gann, hein, dans le premier round et demi, il a fait ce qu'il sait faire, sans emballer le combat et tout. Et en fait, c'est le scénario parfait qui s'est déroulé parce que c'est ça qu'on voulait voir. Ça veut dire que c'est pervers du côté, parce que moi, je voulais le voir dans la difficulté. Donc, ça fait un peu bâtard de dire ça, tu vois. Non, mais je pense que c'est une interrogation qu'on se posait tous, de savoir comment il réagit, comment ça. Et en fait, le fait qu'il ait été touché, sa capacité à se remettre dans le combat, son fight quick n'a pas été entamé, bien au contraire, et son agressivité qui a été décuplée carrément. Ça veut dire qu'il est arrivé à un stade où, après avoir été touché, c'est là où il a réussi à mettre plus de rythme, à continuer à mettre en place son game plan et avoir cet instinct de tueur qui, parfois, on dit bon gamin. Et c'est là que j'ai senti vraiment qu'il avait envie de lui faire mal. Même quand tu vois qu'il touche Tuivasa, il lui met limite les coups que Francis met dans ses grands points. Tu vois, il n'y avait plus de précision. C'était des gros coups de poing marteau. Limite, il y en a un qui est passé derrière la tête. Et au final, je trouve que c'était le plus beau scénario parce qu'on a eu un combat qui était engagé. Ça a répondu à nos questions et nos interrogations sur son mental. Le travail de destruction, on connaît, c'est son point fort, c'est qu'il détruit petit à petit. Et aujourd'hui, on sait qu'il finalise quoi. Quand il accélère, il finalise. Ouais. Et on sait que, tu vois, s'il n'avait pas été touché, je suis persuadé qu'il aurait emmené le combat en 5 rounds et qu'il aurait gagné par la décision. Et le fait d'avoir été touché, je pense que ça a bousculé, ça a mis du rythme. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a eu ce combat et cette performance de la soirée. Et bravo à Tuivasa quand même. C'est ça. C'est ça, en plus qu'il avait dit lorsqu'on l'avait dans l'émission, quand tu lui as demandé le pronostic, il a dit 3e round. Il a dit allez, 3e round, on arrête le combat. Après, voilà, je pense que les gens n'ont pas fait attention à son pronostic. Mais ouais, non, il a vraiment mis la barre haute, comme tu as dit. Début de round, il fait ce qu'il sait faire. Et c'est vrai que je voulais. Premier round, il est serré, l'air de rien. Parce que c'est vrai que là, en tant qu'arbitre, on s'est dit que ça va être chaud à scorer quand même. Parce que là, tu as aucun des deux qui est champion, donc il n'y a pas le délire de il est champion, c'est à l'autre d'aller engager le combat. Non, là, les deux sont contenders, tu vois. Le deuxième round, il y a eu quand même 2 ascenseurs des deux côtés. Donc c'est un truc de ouf. Après, il y a quand même Cyril qui touche beaucoup plus. Et 3e round, gros, c'est magnifique. Franchement, ce qui s'est passé, c'est ça. Le travail du ventre, franchement, j'aurais jamais cru qu'à ce niveau-là, ça pouvait détruire autant. J'aurais jamais cru qu'à ce niveau-là. Non, son intelligence de combat, ses réflexes. Et moi, ce qui m'a surpris au-delà du travail sur le bas du corps, remonter à la tête. Et en fait, à ce moment-là, je ne sais pas si tu vois ça, il fait semblant d'être sonné. Parce qu'il attend vraiment que Cyril il engage. Et tu as vu l'overhand de ouf qu'il met. Et tu as Cyril qui a ce bon réflexe-là d'esquiver. Et je ne sais pas en fait s'il le prend plein pot, ça c'est indéniable. Mais par contre, je ne sais pas s'il fait exprès de tituber. Ou si, sincèrement,
que Tuivasa est touché. Je pense que Tuivasa, maintenant, il a senti que Cyril appuyait bas du corps. D'ailleurs, à chaque fois que Cyril mettait un coup, Tuivasa, tu le voyais, il se pliait pour anticiper le coup. Et derrière, il préparait son gros overhand. Ah, franchement, combat de ouf. Et il y a eu un gros travail de Ouais, jab aussi. Hein. Faut pas oublier le gros travail de jab. Je suis pas sûr qu'il ait pas le nez cassé, hein, Tuivasa. ouais, c'est ça. Bah, en plus, il fait un bon travail de jab juste après qu'il se fasse connecter. Donc, c'est ça a permis à Tuivasa de ne pas rentrer. Et ça a permis à Cyril, on va dire, de bien se reprendre. Ah ouais, Et franchement, moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment l'esquive et l'hypercute, en fait. C'est ça qui a. Tu disais quoi? la lune de miel en Bulgarie. Vas-y, toi, arrête. Donc, Mais non, en tout cas, hein. sur l'UFC, celui qui m'a quand même le plus impressionné de tous les combattants, c'est Whittaker. Whittaker, j'ai trouvé que c'était celui qui avait le plus gros niveau de MMA. Sa capacité à annihiler Vettori, incroyable. Incroyable. Ouais, c'est vrai. Après, pour être honnête, j'ai pas vraiment apprécié ce combat. Mais après, je sais pas, je pense que c'est Vettori qui me pose problème. Je crois quand je vois un combat de lui, mais c'est vrai que d'ailleurs, je trouve que ça pourrait être un beau combat, Nassourdine contre Vettori. Nassourdine Vettori, Nassourdine Costa, c'est un peu la même chose. Après, dans des profils, un beaucoup plus puissant et qui va tout donner au premier round, l'autre un peu plus dans la gestion quand même, mais c'est un peu les mêmes Mhm. profils. Mais après, c'est quand tu vois la qualité. Whittaker, il a jamais été mis en danger. Pas une seconde. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et quand il peut battre un top 3 ou top 4, mais franchement, ça a été facile pour lui. Ouais, Et Whittaker, là, je pense qu'il doit prier pour que Pereira se blesse ou que Adesanya se blesse. Il doit prier pour ça. plutôt pour que Adesanya se blesse, parce que là, il est déjà à 2 combats à 0-2 contre Adesanya. Donc, je me dis là, à ce moment-là, c'est un petit peu compliqué de prétendre d'aller chercher le titre. Quand tu as eu 2 chercher au titre, tu dois quand même faire Et la queue. là que le problème, c'est que la KT, elle a été nettoyée et par lui et par Adesanya. C'est qu'actuellement, pour moi, c'est vraiment les deux meilleurs du lot et largement au-dessus du lot même. Ouais. Je pense que même si tu mets Whittaker canonnier ou ce que tu veux, Whittaker, il passe. Et le pire, c'est que Whittaker, ce qui me choque, c'est qu'il parle de montée de catégorie, alors qu'il a déjà un physique qui me paraît moins important que les autres dans la KT des 4 à 4. J'ai du mal Ouais. à comprendre. J'ai du Mais mal c'est à vrai que comprendre. mais tu vois qu'il cut, hein, parce que lorsque tu le vois sur la pesée, pas médiatique là, mais tu vois qu'il a quand même les joues creuses, donc il doit quand même pas mal cutter. Après, j'ai l'impression que tous les 84, mis à part Nassourdine qui est pas très loin du poids des 84 kilos, mais j'ai l'impression que. Buckley, je pense qu'il était en dessous du poids de Nassourdine, hein, Buckley. Tu trouves, tu penses? Parce qu'il Bah, m'a l'air quand même massif, hein. c'est 15 centimètres de moins que Nassour. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une différence de taille, mais au niveau des proportions, au niveau des cuisses, au niveau des. Il est quand même massif, hein. Je suis pas sûr. Hein. Pour moi, Nassour était beaucoup plus épais. Hein. Oui, Non. moins large, mais plus épais. Non, je te jure. Nassour, il était costaud. Hein. Ah, il est Franchement. costaud, hein. Franchement, il est dans. Je me rends compte qu'il est vraiment au top de sa forme, là. C'est dans les temps d'Assourdine, hein. En plus, il disait avant le combat qu'il aurait voulu, qu'il veut enchaîner entre là et la fête Thaïlande d'ici octobre. Ça va nécessiter une opération, je crois, ou enfin du repos, c'est la cheville, je crois. Donc, Ouais, et qui déjà c'est blessure depuis longtemps. Donc, mais il m'avait dit qu'il voulait enchaîner au mois d'octobre. ouais. C'est que lui il aimait bien quand tout s'enchaînait. Malheureusement, il va y avoir une coupure. C'est ça, c'est ça. Bon, Mika, je crois qu'on a fait le tour. À part On si a tu avais quelque tout. chose à rajouter. Après, non, comme je dis, l'épisode là, il n'y a pas de croustille, il n'y a rien. Franchement, j'ai juste envie de savourer ce qui s'est passé ce week-end. Je continue sur la bonne vibes. Par contre, ça va pas durer longtemps. Le, Ça, le mauvais, le mauvais Mika arrive très bientôt, là. mais voilà, après, c'est quand on devra dire ce qu'on pense réellement des combattants et de leur performance, on dira les points négatifs. Mais là, sur l'UFC, je voulais vraiment souligner le côté que positif des combattants, les féliciter et merci encore une fois vraiment au public. Je pense vraiment que le MMA, il a tourné une page, je l'aurais dit, et je pense que ça va se ressentir sur les événements comme le MMA GP, le RS, l'Hexagone. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se servir de ce qui s'est passé à l'UFC pour convertir les fans d'UFC en fans de MMA.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les fans d'un sport, on a vraiment les fans d'une organisation et il faut réussir à drainer un peu ces fans de l'UFC vers ce qui se fait peut-être à un niveau moins important ou surtout à un stade de la carrière où les combattants sont pas encore assez connus. Et je pense qu'on va y arriver et je pense que les prochains événements seront de plus en plus remplis et que ça va permettre aux combattants d'être mieux payés et que du coup, ils vont mieux se préparer et que le niveau français va augmenter. Donc, vraiment, je pense qu'on est dans un cercle vertueux. Et merci à tout le monde, vraiment. Et merci à ceux aussi qui suivent la chaîne. Il y a eu beaucoup de gens que j'ai croisés samedi qui connaissaient plus la chaîne que mon parcours de combattant. Donc, merci à eux, ça fait plaisir. Et franchement, vous donnez de la force, même si vous avez donné de la force aux combattants à l'UFC ce samedi. Ça m'a aussi donné de la force pour le combat du mois de décembre. Et donc, voilà. Bravo à vous. Merci à toi, Mika, pour tes belles expertises et pour ton professionnalisme, en tout cas. Et c'est ça. Belle préparation, en tout cas, bonne préparation à toi pour le combat contre Karl. Ouais, bah, mon premier entraînement de Fight Week ce soir. Ok, bah, let's go, Mika. En tout cas, mettez en commentaire un Team Lebou ou Team Amoussou. Ah, c'est pour rien. La dictature. Bah, écoute, on se retrouve la semaine prochaine. On se fera un petit débrief de Chimaev Nadiaz. Entre-temps, peut-être qu'il y aura un épisode en fonction des horaires de Mika. Et en réalité, franchement, j'ai l'impression que Chimaev, il va rouler sur Nadiaz, pour être honnête. Franchement, avec les retournements de situation qu'il y a eu ces derniers temps, fais attention. D'ailleurs, petit aparté, il y avait pas mal de bon monde là, lors de l'UFC Paris, genre Saint-Pierre, Ngannou, Kamaru Usman. Et d'ailleurs, j'aurais vraiment voulu que Cyril call out Ngannou. C'est vraiment dommage. Il demande la ceinture, Ngannou il est là. Cyril, trash talk un petit peu, s'il te plaît. Mais non, tu veux trash talker quoi, gros? Ngannou, il te dit il y a une revanche à Paris. Non, Ngannou, il est out pendant 5-6 mois encore. Il le dit. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ce facteur-là. Dans 5-6 mois, normalement, tu mets Cyril Gane. Franchement, je vois pas comment Cyril Gane. Soit il n'y a pas le combat qui se fait entre Miocic et John Jones d'un point de vue business, donc du coup, pas de ceinture intérimaire pour eux. Et du coup, ils mettent une ceinture intérimaire pour Blade face à Gane. Ou soit ils mettent la ceinture intérimaire entre John Jones et Miocic. Gane doit affronter Blade parce que c'est comme ça, c'est le tournoi qui se dessine actuellement. Et en cas de victoire, on aura cette fois-ci le title shot. Maintenant, effectivement, la victoire sur Tuivasa était belle, mais je pense qu'il, même s'il veut la ceinture, je pense que ça passera forcément par un combat avant. À moins que le combat Miocic-John Jones ne se fasse pas. Et je pense pas qu'il se fera. Hein. Je pense pas qu'il se fera parce que Dana White avait dit que le gagnant de Tuivasa Gane aura, en tout cas, rentrera dans la discussion pour le titre. Je pense sincèrement que à l'heure actuelle, et étant donné la blessure de Francis et ses relations avec l'UFC, ils vont faire encore une fois une ceinture intérimaire entre Blade et Cyril Gane. Je pense. On verra. Bon, Mika, bonne soirée à toi. Bonne profite. Vas-y, arrête de tes conneries, mon frère. Vas-y, allez, ciao. Gars. Bisous.